Bonjour à tous. Donc on va commencer, parce qu'il est 9h02 et qu'à 45, il y a quelque chose d'autre qui est organisé dans cette salle qu'il faudra qu'on quitte. Donc il faut qu'on tienne les horaires. Donc on se retrouve dans le premier atelier ce matin pour parler des bénéfices de l'intégration d'une démarche environnementale. Puis évidemment, on va se rendre compte dans l'exemple qui va nous être présenté que le point d'entrée qu'a été l'environnement a ouvert évidemment d'autres perspectives pour construire une démarche plus globale de responsabilité sociétale. Alors, pour justement mener cet atelier, on est trois. Donc, Christophe Bultel, moi je suis directeur conseil d'une agence de communication qui s'appelle Epicom. Je vais jouer le rôle de l'animateur. Cécile Vacher de Virtuel, qui est conseiller en RSE, va jouer le rôle de l'expert. Donc, elle interviendra en écho à ce que Ludovic Goubeau, notre témoin, qui dirige l'entreprise de bâtiment artisanal Ludovic Goubeau, qui va apporter son témoignage sur lequel Cécile apportera son éclairage. Et puis, vous avez un petit outil qui s'appelle Evals, que vous pouvez consulter sur Internet, sur votre smartphone, pour poser des questions tout au long de l'intervention. Il n'y aura pas de micro dans la salle, parce qu'on n'a évidemment pas le temps d'utiliser cette formule dans 45 minutes. Par contre, si, à fur et à mesure qu'on avance, ça suscite des questionnements chez vous, n'hésitez pas à les produire sur Evals. Ces questions seront projetées en fin d'intervention et on essaiera avec Ludovic de les traiter dans les 15 dernières minutes qui sont consacrées aux questions. Voilà un peu les modalités d'organisation de cet atelier. Alors, l'entreprise Ludovic Goubeau, une entreprise artisanale donc, qui a été créée il y a un peu plus de 25 ans, en 1994, qui comporte aujourd'hui 43 salariés, dont 35 compagnons, avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Une entreprise générale du bâtiment qui est inscrite dans des activités comme la maçonnerie, le carrelage, de plus en plus évidemment le conseil déco et la peinture. Et on verra que c'est une démarche très originale pour l'entreprise artisanale au niveau de la peinture, parce que quand on crée sa propre marque, c'est quand même une sacrée aventure qu'on va évoquer. Votre démarche, alors vous êtes implanté, c'est important de le dire aussi, Château d'Olonne, Éric, et puis depuis 3 ans à Nantes. Vos clients, c'est des entreprises, mais aussi des particuliers. Je le cite parce qu'on évoquera sans doute dans la discussion la sensibilité des types de clients à votre démarche, ceux qui sont réceptifs, ceux qui sont peut-être pour l'instant un peu moins. Et votre signature, c'est bien de la situer, Ludovic Goubeau, révélateur d'espace. Donc on voit que vous avez fait un effort aussi de communication, vous avez réfléchi sur votre positionnement et votre communication, ce qui n'est pas inintéressant pour une PME de votre nature. Alors votre démarche, elle ne date pas d'hier, puisque vous avez commencé il y a une dizaine d'années en mettant en place la démarche EMAS, donc en travaillant sur une approche d'éco-management, d'une part, et puis vous faites partie, ça c'est l'occasion de le citer, de la deuxième promo de la Chambre des métiers, puisque la Chambre des métiers a mis en place un accompagnement que Cécile d'ailleurs conduit sur la labellisation, la démarche RSE. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous en avez tiré et comment ça a éclairé votre propre démarche. Et donc c'est le point de départ sur lequel on va ouvrir la discussion. Peut-être nous resituer cette démarche EMAS, comment vous l'avez mis en place? Parce que c'est bien de se dire, allez, on y va, je m'inscris dans cette démarche, mais comment vous avez mené la démarche en interne il y a 10 ans? Bonjour, ça fonctionne? Allô? Oui, ça marche. Donc, alors une légère rectification, c'est que la base de notre entreprise, c'est la peinture décoration, pas la maçonnerie. Ça, c'est quand même assez important. Et du coup, donc le MAS, donc le Management, Amélioration, Sécurité, Environnement, c'est une certification qui permet pour beaucoup d'entreprises de pouvoir intervenir dans des sites type Céveso, STX ou Total, etc. Donc à partir du moment où vous n'avez pas cette certification, vous ne pouvez pas intervenir chez ces gens-là. Cette certification est basée énormément sur la sécurité au travail, donc du comportement d'individus, du dialogue, préparation de chantier en amont. Et notre volonté, nous, c'était d'avoir cette certification, pas pour décrocher ses clients, parce que ce ne sont pas nos clients du tout, mais pour grandir en interne. Donc c'était assez prétentieux de notre part au départ, parce que c'est vraiment pas simple, surtout sans engagement commercial derrière.
Et on a commencé cette certification il y a 10 ans. On est certifié depuis 6 ans. Vous avez des audits tous les ans, enfin bon, le truc assez classique des audits. Et aujourd'hui, on en est très très fiers parce que c'est notre fil rouge avec la RSE qui nous permet d'avancer. Avant, comme dans toute entreprise, malheureusement, il y avait quelques accidents. Aujourd'hui, depuis 4 ans, on gère de la bobologie, donc c'est quand même plus sympa, vous savez ce que c'est avec les enfants. Nos plus graves accidents aujourd'hui, ce sont des petites coupures de doigts avec 1 ou 2 points de suture. Voilà. Malheureusement, avec 15 jours d'arrêt quand même, mais aujourd'hui, on gère que ça. Alors c'est du carton, mais je touche quand même. Mais un accident, vous savez, ça vient pas, on n'a pas envie, personne n'a envie, mais bon, c'est le destin. Tout est mis en œuvre et ce qui est important, c'est que nos personnes chez nous sont formées tous les ans. On a un taux d'heures de formation très importante. Ça surprend souvent même Constructis qui nous comment dire, je ne vais pas dire sponsorise, mais qui en cotise en soutien financier. Et ils sont assez surpris du nombre d'heures qu'on effectue pour cette partie-là, mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, notre investissement déjà était intelligent, c'est-à-dire qu'on n'achetait plus n'importe quel matériel pour travailler en hauteur, pour exécuter les travaux. On travaille aussi énormément en corrélation avec l'OPP-BTP, la MEBAT, la médecine du travail. On a réessayé de travailler avec la CARSAT. Alors on en est fiers, mais en même temps on est un peu déçus, c'est que tout va bien. Donc pourquoi perdre du temps chez vous? Oui, mais on voudrait encore grandir. Et bon, là ça a été un blocage, c'est comme ça. Donc voilà un peu pour le Et comment ça a fléchi du coup les pratiques métiers, puisque vous avez repéré, j'imagine, un certain nombre de déchets ou de pratiques qui n'étaient pas forcément en termes d'impact pour l'environnement très satisfaisantes. Donc quels sont les points que vous avez attaqués dans le cadre de cette démarche et comment vous avez mené la démarche avec vos compagnons pour progressivement adopter des pratiques plus exemplaires en matière d'impact environnemental, quoi. Il y a des postes qu'on imagine bien quand on fait de la peinture. On utilise plein de rouleaux, on utilise des bâches plastiques. Voilà. Comment vous avez-vous progressivement changé ces pratiques métiers? Alors, l'avantage du MAS, c'est qu'on a des groupes de travail, où on appelle ça des causeries, qu'on effectue sur les chantiers. Donc, soit avec une personne en individuel ou en groupe, peu importe. Et après, on travaille sur des thèmes. Donc, du coup, les premiers thèmes, comme je vous ai dit, énormément la sécurité. Pendant les 5 premières années, c'était que ça. Donc là, on a réduit les accidents de travail. Ensuite, après, on a travaillé, nous, sur notre produit, qui est la peinture. C'est du pétrole, donc naturellement, il a fallu travailler énormément là-dessus. Le plus dur, c'était de trouver des substitutions de produits en polyuréthane ou glycéro, pour ceux qui connaissent un peu. Et là, je ne vous cache pas que c'est un très gros travail. Donc, on a une force dans l'entreprise, c'est qu'on a une responsable QSE. Alors, c'est assez particulier aussi dans une petite boîte comme la nôtre, mais bon, c'était la volonté de façon à pouvoir avancer. Et son métier, à elle, aujourd'hui, c'est de gérer tout ce qui est sécurité, qualité, santé et environnement, QSE. Et du coup, sur l'environnement, voilà, c'était de substituer tous nos produits méchants, on va dire, polluants, et de trouver la même chose en moins polluant. Parce qu'on reste quand même dans la peinture. Pas non plus, c'est pas des choses qu'on boit. Et ensuite, une fois qu'on a avancé là-dedans, on a trouvé. Alors, pas toujours facile, parce que vous êtes dans le changement. Donc, vous dites à quelqu'un, ça fait 30 ans que tu appliques cette peinture ou 15 ans que tu appliques cette peinture, et du jour au lendemain, on change. Et là, c'est sûr qu'il y a des blocages. Donc, il faut travailler. C'est de l'accompagnement, de toute façon, en interne. Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est en amont, c'est-à-dire moi et Nathalie, qui est QSE, pas se tromper sur le choix. Aussi. Donc à un moment donné, voilà. D'accord. Alors, puisque vous parliez de la peinture, votre démarche vous a poussé très loin en tant qu'artisan, puisque vous vous êtes dit, on maîtrise notre chaîne de valeur, comme vous venez de démontrer, mais il y a un point sur lequel on veut prendre la main, pour des raisons qui sont liées justement à des gaspillages, à du stockage, à des impacts, c'est créer notre propre peinture.
et avec une approche qui permet justement de maîtriser des impacts qui vous échappaient auparavant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, c'est il y a 5 ans hein, que vous avez créé cette marque, Les Talentueuses. Alors comment ça s'est passé? C'était déjà avec parce que je suis assez expressif quand même quand je suis en entreprise, hein, beaucoup plus qu'ici, là je suis un peu stressé. Mais ce qui m'avait beaucoup agacé, c'est que et je l'ai rencontré cette semaine, c'était marrant, Isabelle Morel, avec qui on avait travaillé avec la Fédération française du bâtiment régionale, et on avait fait un CD à l'époque, hein, il n'y a pas de YouTube, tout ça, c'était CD, sur le recyclage des peintures. Donc nous on travaillait en récupérant nos teintes, les remélangeant, recréant des teintes claires pour faire des sous-couches. Et à l'époque, ça avait l'air extraordinaire, alors que c'est du bon sens, hein, c'est ce que faisait mon grand-père qui était peintre. Et à un moment donné, dans nos métiers, on recycle la peinture. Hein, au lieu de jeter ça un petit peu n'importe où, on recycle la peinture. Et en évoluant, avant de créer notre propre marque, on avait déjà substitué pas mal de produits, on travaillait avec des produits propres. On avait fait un travail avec la Mébat qui s'appelle... je ne sais plus, c'est sur un tableau hein, sur lequel vous connaissez la dangerosité de votre peinture. Et là, le médecin du travail nous a dit superbe, quoi, là, on pourrait presque la boire. Bon, tant mieux. Et du coup, on attaque le recyclage. Et là, je suis devenu très agressif à travers les gens qui font le recyclage, donc type Chemirec, entre autres. Où plus vous avez une peinture propre, vous payez quand même le même prix de recyclage qu'une peinture qui est très polluante. Donc pourquoi faire l'effort? À un moment donné, vous dites, après tout, je vais acheter une peinture moins chère, et puis comme ça, on s'en fiche. Donc on n'a pas cédé. On a dit, tant pis, on continue. On s'est fâché. On est des tout petits, hein, donc du coup, on ne représente rien du tout pour eux. Donc voilà, on paye. Et suite à ça, ça a été un peu une découverte pour moi. J'ai lu le livre de Steve Jobs, donc Apple. Et Steve Jobs, sa première règle déjà, ça, je pense que pour tout le monde, c'est surtout de bien s'entourer. Parce qu'on ne peut pas tout faire en tant que chef d'entreprise, donc bien s'entourer, et puis avoir des gens qui sont à hauteur de ce qu'ils doivent faire. Et maîtriser, du début à la fin, maîtriser son sujet. Le créer, le mettre en production, etc. Et avoir la main du début à la fin. Et avec Laetitia, mon épouse, qui est présente, alors je ne vous cache pas que ça fait déjà depuis l'âge de 23 ans que je veux créer ma propre marque, donc c'est pas d'aujourd'hui. Dès qu'il vient de loin. Et on s'est lancé dans l'aventure. Donc le point numéro 1, c'était de trouver un fabricant, naturellement qu'on n'a pas d'usine, un fabricant propre, local, donc pour réduire l'impact environnemental au niveau de la livraison. Et ensuite, de travailler sur les produits pour que techniquement on soit au top hein, et que mes salariés derrière, entre guillemets, s'éclatent. Donc, on a essuyé des plates, hein, comme dans pas mal de choses quand on crée. Ça a été assez rapide, parce qu'en 3 ans, on a fait le tour quand même du sujet. Et après, on a travaillé, alors c'est plus Laetitia, sur le packaging. Donc ça, c'est pas si simple. Honnêtement, c'est pas si simple. Packaging, donc le packaging, il faut le faire fabriquer. Pas si simple non plus. Mais bon, après, voilà, on connaît du monde, on s'entoure, on pose des questions, on regarde ce qui se fait, hein, naturellement. Et suite à ça, on a créé notre propre nuancier. Donc, je ne sais pas si je continue ou... ouais. Oui, je continue. Notre propre nuancier, de façon à travailler sur les couleurs. Donc ça, ce qui est important aujourd'hui, hein, on est dans le mode de la déco. Les couleurs, les couleurs qui sont très tendances, les couleurs qui vont aussi en accompagnement du blanc cassé, des couleurs un peu pourpres et autres. Et alors là, c'est vraiment mon épouse qui a travaillé là-dessus, sur ce sujet. Et l'objectif, c'était de réduire énormément les teintes. Moins de teintes, moins de gaspillage, tout simplement. Donc on a des concurrents qui aujourd'hui vous proposent, sur des petits trucs comme ça, 1500 couleurs. Et nous, on est arrivé à faire la même chose avec 96 couleurs. Donc, vous voyez le delta. Donc, vous voyez le stock qu'on a dans notre atelier. Il est énormément réduit. Et donc, comme il y a moins de teintes, il y a moins de retours. Voilà. Donc, ça paye. Parce qu'aujourd'hui, pour donner des exemples, des confrères
qui sont à peu près équivalents à nous en volume de production, donc 35 brosses, recyclent par an à peu près 15 à 20 palettes en recyclage peinture, ce qui est logique, des retours de chantier, salissures et autres. Et aujourd'hui, nous, alors on était comme eux avant, faut être honnête, il y a 6-7 ans de ça, on était comme eux, et aujourd'hui, par an, maximum, c'est 3 palettes. Donc vous voyez la différence. Et bon, chaque palette, vous la payez, parce que Chimyrec, il ne fait jamais ça gratuit. Donc vous imaginez le delta gagné. Et donc, grâce à ça, on a investi dans du meilleur matériel. Tout ce qu'on a gagné en recyclage, on l'a investi dans du meilleur matériel. Très bien. Alors, cette démarche, ça inonde l'ensemble de vos démarches dans l'entreprise, parce que je crois que sur le transport, vous avez aussi ouvert une voie assez innovante pour un artisan en investissant sur un premier vélo cargo. J'ai eu l'occasion de le découvrir, c'est quand même assez hallucinant, sur ce vélo à l'assistance électrique, ce qu'on peut porter. Donc comment s'est arrivée cette idée de vous dire, tiens, finalement, on a peut-être d'autres moyens de se déplacer sur les chantiers, et comment vous avez inauguré cet investissement? Alors, comme on avait parlé l'autre jour, c'est... alors là, il y a très longtemps, parce que j'étais sur le chantier avec mon père, donc il y a 20-25 ans de ça, je fais un chantier sur Nantes, et je vois un ascensuriste travailler. Donc, classique. Et puis je sors ma camionnette, je rentre, je ressors, je comprenais pas, je vais le voir, mais je dis, t'es venu comment? Parce que je dis, il n'y a rien du tout là. Il me dit, avec la mobilette qui est là. Ah bon? Donc avec ses sacoches, crac, clipsé sur la mobilette. Et les gens, alors je me souviens plus de la marque, mais ça devait être Otis. Et qui se déplaçaient comme ça. Alors là, une révélation pour moi. Et du coup, je réfléchis. Et je me dis, on va pouvoir faire la même chose, nous, avec des sacoches, etc., pour aller sur nos chantiers à Nantes, en scooter. Bon, ça n'a pas marché, c'était un peu trop compliqué, mon idée. Et le temps passe, et l'histoire du vélo, alors je suis cycliste, j'ai fait des courses de vélo, etc., donc j'aime bien le vélo quand même. Et sur Paris, j'avais déjà vu la petite reine. Et la grande révélation quand même, ça a été en Italie, où là, j'avais vu vraiment la machine que je voulais. Je ne sais même plus si j'ai encore en photo, mais ça m'avait marqué. Et suite à ça, on n'a pas perdu de temps. Donc, trouver un fabricant, pas si simple. À partir du moment où vous demandez quelque chose sur mesure, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et puis déjà, ils ne vous comprennent pas. Donc, ça c'est aussi... on perd un peu de temps. Et puis du coup, on s'est lancé dans l'aventure. Donc faire créer un vélo sur mesure, assistance électrique, on peut transporter 250 kg maximum. On a fait faire une petite galerie, alors là ils ne comprenaient plus. Donc petite galerie toute simple, parce que naturellement en peinture, on travaille souvent en hauteur. Donc naturellement, il faut un poste de travail en hauteur, donc type, alors vous connaissez plus l'escabeau ou la pirle. Donc il faut la transporter. Donc voilà, de façon à être vraiment autonome. Et aujourd'hui, on a un vélo cargo avec un ouvrier qui intervient sur Nantes. On s'est fait une circonférence à peu près de 5 km par rapport à notre poste de travail qui est situé 57 rue Lafont à Nantes. Voilà. Pour terminer notre tour d'expérience, vous parliez des causeries tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire un petit peu de quelle manière c'est mis en œuvre, puis quels sont les sujets nouveaux que vous abordez, puisque ça fait un moment que vous le faites avec vos compagnons, et peut-être nous dire de quelle manière cette... culture RSE, finalement, ils se l'approprient. Et dans ce cadre-là, voilà, comment vous avancez avec eux? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, les causeries, donc, c'est une obligation par rapport au MAS. Donc, du coup, ça nous sert de levier pour échanger avec nos salariés. Au lieu de faire des grandes plénières, des grandes réunions, au moins, on se déplace sur les chantiers. Et c'est à l'inverse, c'est nous qui allons et on communique avec eux. Donc mes 2 conducteurs de travaux, plus moi-même ou quelques chargés d'affaires, suivant l'importance. Et l'idée, c'est on échange énormément sur la sécurité. Quels sont les leviers ou des choses qu'ils ont vues, ou est-ce que des nouveaux produits, des nouvelles façons de travailler. Et puis socialement, on parle aussi du confort au travail. Donc ça, c'est aussi très important. Et là, par exemple, des nouveaux thèmes qu'on va aborder. On est dans un monde concurrentiel qui est très, très compliqué. Tout va très vite. Enfin bon, ça, comme dit tout le monde, ça devient fou.
Et on va là, les prochaines causeries, ça va être ça, c'est savoir comment on peut devenir plus compétitif, plus rentable. Essayer de commencer de parler avec ça avec nos salariés, parce qu'en fin de compte, le sujet, souvent tabou, hein, on parle de profit, on parle d'argent, mais oui, mais de toute façon, le monde fonctionne comme ça, il n'y a pas le choix. Et aujourd'hui, et je pense que c'est avec la Chambre des métiers, à travers la RSE, Laurent Granson qui est là, et avec Cécile Vachet, où on a vraiment avancé là-dessus, c'est de ne plus avoir peur de parler de tout ça, hein, de cette raison sociale, de la façon dont le monde avance économiquement, et puis écologiquement aussi, quoi. Donc voilà. Petite dernière question du coup, parce que vous suggérez la formation que vous avez suivie. Si vous deviez en une phrase dire ce que cette formation a produit sur vous, qu'est-ce qui s'est passé qui vous a profondément marqué dans le fait d'échanger avec des confrères dans ce cadre formalisé par la Chambre des métiers? En un mot, ça va être dur. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était la présentation avec Cécile Vachet, où là, elle met le doigt où ça fait très mal, mais très très mal. Et là, on se dit, wow, ah oui, quand même, on en est là. Alors, on pense que, mais après, il y a des chiffres, il y a des vraies choses, et là, ça fait vraiment peur, en fin de compte. On se dit, qu'est-ce que nous, petite entreprise, on peut faire de tout simple, hein, mais pas dans, comme on a parlé autrefois, pas dans le greenwashing, dans l'action, dans la vraie action et tout. Et il y a des choses qui sont marrantes où Cécile fait une visite d'entreprise, donc on est content, on fait voir nos trucs et tout, et puis là, donc on se dit, ah, et on pensait que c'était bien, hein, honnêtement, on pensait vraiment que c'était bien. Et là, on gomme, on reprend tout à zéro, et on recommence. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne le fait pas tout seul. C'est-à-dire, on le fait, alors avec l'accompagnement de la Chambre des métiers, ça c'est génial, parce que franchement, on est supporté, on est aidé. Et surtout, c'est pas le chef d'entreprise qui dit on va là, on fait ci. C'est avec les salariés, tout le monde ensemble. Et alors au début, vous voyez bien, c'est du changement, hein, donc c'est pas facile. Et dans la façon que nous apprend Cécile de communiquer, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Les gens veulent être participatifs à tout ça, en fin de compte. Mais naturellement, c'est pas avec des ordres. On va à gauche, on va à droite, et puis c'est comme ça et pas autrement. Il faut expliquer pour qui, pourquoi. Et ça, franchement, ça marche. Et aujourd'hui, comme je vous dis, aujourd'hui, on va parler économie, c'est-à-dire, ok, on a fait ça, et comment maintenant on peut continuer à être rentable pour continuer à servir nos clients au juste prix. Super, merci Ludovic. Alors Cécile, en tant qu'experte, quel regard sur ce témoignage, cette démarche, ces pratiques qui viennent d'être révélées? Alors, je vais d'abord rebondir sur la formation. Ça ne fait pas si peur. L'idée, c'est vraiment l'esprit colibri, en fait, hein, un peu inspiré de Pierre Rabhi, de se dire chacun peut faire sa part, chacun est responsable à hauteur de sa capacité de nuisance, finalement. Et donc ça, on peut faire partie de la solution plutôt que faire partie du problème. Et donc, c'est vraiment réfléchir autrement, se reposer la question des vrais dilemmes sociétaux qui adressent l'entreprise, prendre l'habitude de re-questionner également ces dilemmes régulièrement, puisque la société change, les sujets évoluent. On parle santé-sécurité des salariés, on parle déchets, bientôt on parle qualité de l'air intérieur, et c'est un sujet montant. Donc peu à peu, en fait, les sujets évoluent, donc il faut prendre cette habitude, en fait, de les réintégrer dans la stratégie. Donc ça, c'était... Voilà. Je voudrais quand même souligner quelques aspects de la démarche qui m'interpellent vraiment, et peut-être les expliciter un petit peu. À commencer par le premier sujet d'ailleurs que vous avez abordé, hein, les systèmes de management qualité, sécurité, environnement. Juste pour dire que voilà, dans une petite entreprise, ils n'existent pas forcément. Vous aviez une volonté d'y aller, et notamment pour des questions de clients, ce que tu abordais. Ils n'existent pas forcément, mais que s'ils existent, c'est important d'articuler RSE et QSE, qualité, sécurité, environnement. Pourquoi ? Parce que la RSE vient questionner la stratégie, ce que je viens de dire. On évalue la priorité des sujets, on évalue la maturité des sujets, et on se donne des priorités et de l'ambition. Et par rapport à ça, les systèmes de management derrière vont finalement créer les plans d'action pour répondre à cette stratégie, vont mettre en place les indicateurs, les objectifs. Et donc, si ce système existe déjà, c'est juste la RSE qui vient en chapeau. Et on articule vraiment les deux, et on rentre la démarche RSE
en alimentation de la QSE. Pour les entreprises qui n'ont pas de démarche qualité, sécurité, environnement, il faut au minimum mettre en place ce qu'on appelle le progrès continu, c'est-à-dire de se dire, voilà, on se définit des objectifs, ces objectifs, plan d'action et indicateurs, sans faire une batterie. Si c'est une petite boîte, il vaut mieux vraiment travailler sur le sens. Mais, je vais y venir, il faudra quand même apporter la preuve pour lutter contre le greenwashing que tu soulignais à un moment. Il y a beaucoup de greenwashing, il y a plusieurs RSE, ça c'est vraiment un sujet de préoccupation en fait aujourd'hui, de se dire finalement il y a RSE et RSE, et donc pour se différencier, il va falloir apporter la preuve. Il va falloir apporter la preuve, et le deuxième point que je voulais souligner, c'est, je ne vais pas m'étendre dessus parce que du coup tu en as parlé, c'est l'importance d'associer les salariés et de partager, alors ce qu'on appelle un peu pompeusement peut-être le why, c'est-à-dire le pourquoi, le sens de la démarche. Il ne faut pas juste les impliquer dans la création de plans d'action, il faut aussi partager avec eux pourquoi on fait ça. Et aligner finalement petit à petit ce qu'on appelle maintenant la raison d'être, c'est-à-dire vis-à-vis de la société et des enjeux de la société, arriver à aligner le why, donc cette raison d'être, les activités économiques, ce qu'on peut dire un peu le what, le quoi, et puis le comment, qui sont vraiment les plans d'action, les pratiques quotidiennes de l'entreprise. Et là, si on a partagé le sens et qu'on arrive à faire coproduire les plans d'action avec les salariés, voilà, c'est du billard parce que derrière, c'est eux qui vont le mettre en place, c'est leurs idées, donc bien sûr qu'ils vont les mettre en place ensuite. Je voulais insister également sur finalement cette démarche qui part de plutôt une contrainte, santé, sécurité et environnement exigée par les clients, et puis qui donne du sens, et puis petit à petit on élargit. Ce qui est important, c'est quand même de garder la cohérence et la sincérité de la démarche. La moindre manipulation, elle est sentie par les parties prenantes. Il faut être centré sur la sincérité et vraiment vouloir, avant tout, associer son entreprise, la compatibilité de son entreprise avec les enjeux de développement durable. Ça doit être ça le drive. Et finalement, la création de valeur, elle vient de fait de l'engagement, en fait. Voilà. Et ce sera mon dernier point. Finalement, cette création de valeur, il faut la penser de manière partagée avec la société. Et ça, il n'y a pas de création de valeur partagée sans communication aux parties prenantes. Donc, on a parlé des participations avec les salariés, mais on a aussi besoin d'un miroir pour avancer. On a besoin d'expliquer ce qu'on fait et que quelqu'un nous dise « ça va pas assez loin » ou « oui, c'est bien ». Voilà. Donc finalement, cette communication aux parties prenantes, on recherche cet effet miroir. On recherche aussi des synergies. Et ces synergies, c'est parce qu'on s'engage sur un sujet qui dépasse l'entreprise, on s'engage sur le changement climatique, on s'engage sur le bien-être des hommes. C'est parce qu'on va chercher cette valeur sociétale qu'on va avoir d'autres entreprises, d'autres acteurs qui sont aussi sur ces sujets et qui vont bien vouloir bosser en synergie avec vous parce que on est vraiment sur le sens. Ça, c'est ça. Et puis, bien sûr, tu l'as souligné, il y a des fois où on s'adresse à des acteurs qui ne sont pas du tout engagés, qui ne sont pas conscients des enjeux, et il y a un vrai devoir d'influence, en fait. Quand on se rend compte des enjeux et à quel point ils nous dépassent, surtout quand on est une petite entreprise, bien sûr qu'on ne peut pas agir seul. Et donc, évidemment, on est dans la sensibilisation, on est dans arriver à faire comprendre pourquoi on fait tout ça. Et voilà. Alors, évidemment, la communication, c'est une mise en risque. Forcément. On parle d'un sujet, on n'est pas parfait. Assez souvent, on nous renvoie « oui, vous n'êtes pas parfait ». C'est vrai, on est en chemin. Et ce n'est pas grave de ne pas être parfait. Et justement, il faut avoir cette posture d'humilité de dire « très bien, je ne suis pas parfait et je suis prêt à entendre ce que vous avez à me dire parce que ça va nourrir ma démarche ». Voilà. Et finalement, il y a 3 questions à se poser. Est-ce que la démarche est sur des enjeux pertinents ? Est-ce que j'ai des éléments de preuve ? Et puis, est-ce que l'ambition, je termine par ça, est à la hauteur des enjeux ? Évidemment, à la hauteur de l'entreprise aussi, mais assez souvent, on voit des démarches qui sont des démarches de petits pas. Alors, c'est bien pour commencer, mais à un moment, les enjeux, ils sont énormes. Et il faut quand même que l'ambition soit là. Et j'allais dire, moi, c'est finalement les 3 éléments de preuve que je garde pour un peu évaluer est-ce que la démarche est du greenwashing ou pas. Voilà. Et quand on regarde la loi Pacte, je finirai par là, la structure de gouvernance préconisée pour les entreprises à mission,
On est vraiment là-dedans. On est vraiment dans partager avec les parties prenantes, enjeu de crédibilité RSE avec l'alignement raison d'être, activité et pratique, la hauteur de l'ambition, et puis voilà, ce partage avec les parties prenantes, j'ai déjà dit. Donc voilà, Merci Cécile. il y a un tuto sur les entreprises à mission cet après-midi par Fidal, Jean-François Hier, je vous le recommande. Peut-être Ludovic, une petite réaction ? Je sentais qu'il y avait l'envie d'une petite réaction, c'est pour ça que je me permets d'ouvrir le bal. Puis après, on va pouvoir lancer les questions et valses dans la minute qui suit. Surtout ce que dit Cécile, c'est sur les... Pour avancer dans l'entreprise, à un moment donné, oui, ça bloque. Il y a des fois, ça bloque. Pourquoi on fait ça avoir peur du dialogue avec ses salariés, faut pas. Ça sert à rien, parce qu'eux aussi ont des très bonnes choses à remonter, qui sont hyper intéressantes, ce qui permet aussi d'avancer. Et plus vous êtes dans le dialogue, plus les choses avancent. Moins vous y êtes, rien n'avance. C'est comme dans la famille, de toute façon. Les non-dits, c'est pas bon, donc il faut vraiment discuter. Et ça casse les petits tabous. Et comment dire, et puis à un moment donné, quand les gens sont vraiment têtus, parce que c'est une forme de caractère d'être têtu, il faut les toucher au cœur, tout simplement. À un moment donné, avoir un rapport à la vie de tous les jours, vous cherchez une idée, peu importe, et vous les touchez au cœur. Et là, je peux vous dire, poum, ça y est, ça passe. Voilà. Super. Et je compléterai juste, en fait, parce que j'avais perdu mon dernier point, sur il y a un sujet qui arrive et qui est très fort, qui est la notion d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez mener des actions et puis ça ne change rien. Et ben, la vision sur les entreprises et la RSE est en train de changer. Plutôt que de regarder les moyens que vous mettez en œuvre, on va regarder ce que ça change. Voilà. Et ça, c'est un élément très fort apporté aussi par les entreprises à mission. Enfin, voilà. Ou la gouvernance, on n'a pas besoin d'être entreprise à mission pour le mettre en place aussi. Exactement. Voilà. C'est une gouvernance. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des questions Evals ? Parce que sinon, on a des questions en stock. S'il n'y a pas de questions Evals. Ah bah si, il y en a. Alors, à votre avis, la démarche MAS a-t-elle freiné votre développement ou l'a-t-elle favorisé ? Ça, c'est une très bonne question. Quand on s'engage là-dedans, donc vous avez des auditeurs en face de vous qui vous font très peur. Vous avez un cahier des charges qui est énorme. Enfin, honnêtement, au début, je me suis dit dans quoi je me suis lancé. Et en fin de compte, il faut y aller point par point. Et ça a été un accélérateur de chiffre d'affaires. Les premières années, pour tout mettre en place, faut dépenser pour acheter du matériel, les EPI, les travail en hauteur, les formations, etc. et tout. Mais du coup, sur tous les chantiers que vous allez aborder ou sur les demandes de vos clients, vous n'êtes plus bloqué. Parce que ça vous ouvre, en fin de compte, parce que vous avez des compétences autres, parce que vous êtes formé à faire telle chose, telle chose, telle chose. Et grâce à ça, on a même des clients, alors qui ne sont pas du tout dans le MAS, qui sont venus nous chercher et nous font travailler parce qu'on est très sérieux au niveau de la sécurité. Et aujourd'hui, un maître d'ouvrage est engagé sur la sécurité. Donc le maître d'ouvrage conscient, professionnel qu'il sait, s'il y a un pépin sur son chantier, il est responsable en numéro 1, avec ensuite l'entreprise. Et là, ça a changé la donne. Mais honnêtement, on ne le savait pas. Je le dis, on ne le savait pas du tout. Et ça a été un levier. Merci. Une deuxième question ? Alors, par rapport à ces changements, quelle démarche ? Oui, donc on voit bien que vous avez quand même inauguré plein de changements qui ont influencé le quotidien de vos salariés, leurs pratiques métiers. Donc, comment finalement vous avez mis en œuvre cette démarche avec vos salariés ? Comment vous avez réussi ? Parce que les compagnons, c'est quand même pas des gens faciles à convaincre d'utiliser plus qu'un rouleau et pas 50. Voilà, comment vous avez réussi ? Alors le tout début, la vraie histoire, le tout début c'était j'ai toujours plein d'idées, donc ma femme de temps en temps, elle me freine. Et au tout début, c'était un souci de rentabilité, c'était dans les années 2002-2004. Et j'ai dit à mes gars, voilà, on a un souci, l'économie change, il faut qu'on soit plus compétent. Donc j'ai fait des recherches, j'ai vu, j'ai cherché, il faut travailler mécaniquement. Donc mécaniquement, pistolet, pour le plus simple, poncer avec des machines, etc. etc. Enfin, tout ce qui va autour. Bon, là, je ne vous dis pas le changement. Et je les ai touchés au cœur. De toute façon, il y a deux solutions. Aujourd'hui, on n'est pas rentable. Donc, soit on travaille avec de l'EPO, ou soit on mécanise. Alors là, c'est quoi l'EPO et tout ? J'ai les cyclistes, là, vous savez, qui grimpent.
Ils prennent de OPO, donc ils tiennent un peu plus longtemps et plus vite, et toujours sur un même rythme. Soit on se dope avec ça, donc il n'y aura pas de problème, ou on mécanise. Sauf qu'à la fin de journée de la mécanisation, on n'est pas fatigué, il y a juste une machine à gérer, et que l'autre, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau du foie, du cœur, enfin bon, voilà. Ça a été systématique, directement. Je pense que pour faire passer les choses, grandir avec vos salariés, il faut parler vrai. C'est-à-dire les grands discours ne servent pas à grand-chose, en fin de compte. Je vous dis, parlez comme si vous êtes en famille, en fin de compte. C'est la même chose. En famille, on ne fait pas les grands discours. Hein, on se parle. Et on les écoute. C'est naturellement, si vous ne les écoutez pas, parce qu'il y a des craintes, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui vont foncer. Donc, celui qui fonce, viens avec moi, tu vas accompagner un tel, etc. Et il faut vraiment être écouté. C'est des exercices fatigants, je vous le dis, parce que vous rentrez le soir, vous êtes bien épuisé, parce qu'il a fallu capter, puis aussitôt vous notez un tel, il est bon, il y va, pas l'autre, etc. Mais ça fonctionne énormément. Enfin, pour moi, c'est porteur. Alors après... Et cette mécanisation, finalement, t'a permis d'embaucher plus de femmes ? Oui, tout à fait. Et de toute façon, un travail moins pénible qui est accessible aux femmes et aussi moins pénible pour les hommes, et donc moins de troubles musculo-squelettiques probablement. Tout à fait. C'est ce qu'on a mis en place, donc je disais 2004, et puis aujourd'hui on a 5 personnes féminines sur les chantiers, où ça se passe très très bien. Alors souvent on me pose la question, est-ce qu'elles travaillent mieux qu'un homme ou pas ? Non, c'est pareil, le niveau de qualité est identique. La seule différence... Il y a encore des clients qui vous posent cette question ? Oui. Ah oui. Et je leur dis, non, elles travaillent comme un homme, exactement pareil. La seule chose, c'est la sensibilité. C'est-à-dire qu'un gars est très technique, lui il arrive, il pose sa barre de seuil, il fait des trous, il s'en va. Et que la fille va arriver, elle va dire, vous avez un bébé, est-ce qu'il dort, etc. Voilà, c'est la seule différence. Il y a une empathie qui est un peu de nature différente. Une autre question ? Alors, n'est-ce pas contradictoire de s'inspirer de Steve Jobs en termes d'impact sur l'environnement, alors qu'Apple est une des marques les moins RSE du marché? Je ne vais pas ouvrir le débat parce que c'est pas tout à fait, c'est quand même une apalissade ce qui est affiché, mais c'est pas ça que vous citiez. Je pense que c'est une référence à l'obsolescence programmée qui est... Mais l'inspiration, vous soulignez, c'était pas sur la démarche environnementale. Moi, j'ai lu Richard Virenque parce que je fais du vélo. Richard Virenque s'est dopé, je me dope pas. Enfin bon, il y a plein de livres que j'ai lus. J'ai lu Jean-Louis Etienne. Je vais jamais aller jusque là-bas sur Non. Quand je lis des choses, c'est vraiment, je m'inspire. On pique des idées. On est tous pareils. Hein, de toute façon, j'ai pas les idées innées. Je les trouve quelque part avec la curiosité. Si Jobs, c'est un individu. Entre guillemets, quand on va dans le management, c'était quelque chose. Hein. Donc, je ne suis pas du tout comme ça. Hein. Par contre, de gérer son produit de A à Z, maîtriser sa chaîne de valeur de A à Z. Là, c'était un bon. C'est entendu de la performance économique. Ouais. Par contre, on peut citer des bouquins inspirants, peut-être. Hein. Moi, récemment, j'ai lu le bouquin d'Yvon Chouinard de Patagonia. Voilà, je vous le conseille quand même. Pas mal. Je pense que le dernier Rifkin doit être pas mal également. Donc, une autre question ? Rifkin, je l'ai lu, par exemple. Voyez, donc tout va bien. Il n'y a pas que Steve. Non. Souvent, dans les accompagnements, je leur dis « ressourcez-vous » et avec le double sens de dire « changez vos sources ». Parce que ça, c'est important de se sentir moins seul, de voir qu'il y en a d'autres qui avancent en même temps. Et puis, à la fois aussi, de penser à soi et de se ressourcer. Oui, et puis qu'ils réussissent. Yvon Chouard, Patagonia, c'est une vraie réussite. Comment mesurez-vous l'impact ? Ça y est, là, on voit que la question de l'évaluation, des indicateurs est en train de se pointer. Comment vous mesurez l'impact de vos actions aujourd'hui ? À travers Nathalie, chez nous, qui est QSE, donc c'est son rôle, du départ point zéro, et puis à aujourd'hui, ce qui s'est passé, quantifié, donc voilà. Ils ont un tableau de bord ça fait 1 page A4, pour une PME, c'est très bien, et qui est très équilibré entre des objectifs sociaux et environnementaux, et très objectivé quant aux quantités de déchets, évidemment accidentologie, absentéisme, des choses comme ça. Donc c'est un tableau de bord équilibré, mais aussi finalement des visions sur l'évolution économique, le triptyque. Qui est lié, oui, tout ensemble. Je sais que tu es modeste et que tu ne vas pas le dire, donc je me permets de le dire. Une autre question, peut-être la dernière, parce qu'il est 42. Alors, que pensez-vous mettre en place pour améliorer la qualité de vie au travail ? Bon, on l'a entendu, le bien-être au travail, c'est quand même une préoccupation que vous venez même de désigner là par votre réponse tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites encore ? Quelles sont vos ambitions par rapport à l'amélioration de la qualité du travail aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes arrivé au maximum de vos possibilités, ou est-ce qu'il y a encore des choses que vous envisagez
d'investir pour améliorer cette qualité de vie au travail dans les métiers qui sont les vôtres? Alors la question est super bonne. On fait beaucoup d'efforts, hein, puis à un moment donné, on n'est que des êtres humains, hein, donc on est aussi fatigué. Moi, j'ai des filles, on a une vie de famille. Il faut trouver toujours des idées. Et les idées, aujourd'hui, on va les chercher sur le terrain. C'est-à-dire qu'on demande aux salariés en interne, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut encore faire? Parce que c'est toujours bien d'être la locomotive, mais à un moment donné, faut de l'aide. Et du coup, on a des groupes de travail. Alors, on se réunit une fois par trimestre, hein, c'est pas non plus de la réunionnite, hein. Et là, il y a des remontées qui arrivent, qui sont pas mal. On a un objectif à venir. L'idée, c'est d'arriver à 0 plastique chez nous. Donc, vous imaginez, on arrive sur un chantier, la première chose qu'on fait pour protéger, c'est du plastique. Donc, voilà, c'est déjà d'arriver à enlever tout ça. Les Talentueuses, la marque qu'on a créée, c'est des fûts métalliques, donc recyclables à vie. Voilà, on met plein de choses comme ça en place. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est ce qu'on disait, c'est plus tout seul. C'est-à-dire que quel impact, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment. Là, je vous avais expliqué aussi pour laver les rouleaux aujourd'hui. Donc avec, alors je ne sais plus qui c'est qui donne les aides, si c'est à CARSAT ou ailleurs, enfin peu importe. On boostait les entreprises de peinture à acheter des machines à laver les rouleaux. Voilà. Donc la machine, naturellement, elle est dans l'atelier, elle ne bouge pas. Alors, on ne va pas la mettre sur les chantiers, c'est un peu compliqué à transporter. Donc cette machine, elle a ça de poussière dessus et elle sert très très peu. Moi j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans ce système de subvention. Il faut qu'on trouve comment laver des brosses et des rouleaux autrement. Parce que l'alternative, c'est de les laver chez le client, d'utiliser l'eau du client, de boucher ses canalisations. Pas très responsable. C'est pas terrible. Donc l'idée, voilà, plus de rouleaux lavés dans l'évier, etc. Et comment faire? On a mis 1 an. Donc c'est Nathalie chez nous, QSE, c'est son rôle de trouver le produit qui va bien. Donc on a trouvé entreprise française située à Marseille qui s'appelle Adéfi, qui crée des produits pour nettoyer, entre autres, les rouleaux, des décapants biologiques, etc. Voilà. Mais il faut chercher, il faut dire qu'en France, c'est ça le problème, c'est que pour trouver quelque chose, c'est compliqué, tout le monde se cache. Et on fait venir le démonstrateur. Son premier client, Airbus. Alors là, pouf, on était un peu sur les genoux, et on ne vous connaît pas. Ah ben non, on est très discret. Donc aujourd'hui, on lave nos brosses et nos rouleaux sans eau. D'accord? Donc c'est un produit qu'on met dans un bidon, miscible avec de l'eau, sauf que l'eau, on a des récupérateurs d'eau à l'entreprise. Donc on part avec nos bidons, on prépare les solutions. Donc c'est de l'eau gratuite, hein, vient du ciel. Donc c'est pas mal. Donc, et du coup, ce sont des systèmes de lavage mobiles. Donc on dépose sur les chantiers. Donc au début, je vous dis pas, c'était pas bien, ça marchait pas, etc. Et puis après, on a eu C'était le retour des salariés au début. Retour des salariés au début. Et puis on a eu nos moteurs, hein, donc dans toute entreprise vous en avez, qui ont mis ça en place. Et puis aujourd'hui, tout le monde en veut. Donc et on en met partout. Et aujourd'hui, pour laver à peu près 200 rouleaux, on gaspille à peu près 10 litres d'eau. 10 litres, 20 litres, ça dépend de la quantité que vous faites. Vous récupérez les bouts de peinture. Bon, c'est assez simple, hein, ça paraît compliqué comme ça, mais quand vous le faites, c'est simple. Et du coup, dans une petite boîte de confiture bonne maman, là, les petites, hein, vous avez la bout de peinture d'un lavage de 200 rouleaux. Voilà. Que d'habitude, c'est dans un évier, dans les égouts, on est d'accord, hein, tout le monde le fait à la maison quand on peint. On lave ça sous l'eau chaude, c'est encore mieux parce que c'est froid autrement. Enfin, vous voyez le sketch. Et aujourd'hui, voilà, on ne lave plus nos brosses et nos rouleaux chez le client. Donc voilà, un petit peu les choses qu'on... Super. Merci Ludovic. On arrive au terme de cet atelier. Je pense qu'on peut l'applaudir, hein, parce que... Il a bien illustré les mots de sincérité, d'humilité, et je pense aussi de bienveillance, ça s'entend dans le rapport avec ses salariés. Merci à vous. On poursuit donc le programme. Je ne sais pas ce qui se passe ici maintenant, mais on va vous l'annoncer et vous le préciser. Merci pour vos contributions.